Nouvelle génération Sakata. Ouyene Umpa Kenso. Deuxième album, Yabana Mouyene. À Studio Menko. Premier illimité. Alors, bienvenue à vous, Yene Mapa. Orke Ouyene Okpamete. Molenga Goliath Okrunkana. Ouyene Yansura Mona Kwa Ouyene Mwa. Alors, Betty Never Love My Dombe. Wow, Nana. Ah, je ne sais pas tout il y a un vampire. Moi, c'est un bon agent de l'enso. N'a qu'à ne pas têter bien le bas d'un camp. Moi, comme il y a un fouet. Dia ni amia Joko Bwe, que tu en ben ganzombe. Toya vous frère à Dieu. Ne moi ça la baigne. Atindia. Ah, Banamoya Nakata Semendule. Salut. Un proverbe de chez nous dit que l'on soit grillon ou cancréla, on doit s'attendre au sort réservé à tous les insectes. Dans la géopolitique internationale, dans la géostratégie internationale, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a certains événements, certaines dates, certains personnages qui, dans l'histoire, influencent le cours des événements de l'histoire. Inversement, il y a des événements qui sont parfois préparés, mais il y a parfois des événements fortuits qui bouleversent ou qui invitent un chacun à revoir ses logiques, à revoir ses cartes. Nous sommes à l'ère de réseaux sociaux, on est envahi matin, midi, soir. 80% de ce que nous voyons, de ce que nous suivons, parfois ce sont des choses sans contenu, c'est un peu pour le divertissement. Il importe qu'à un certain moment, lorsque des événements comme ce qu'on vit aujourd'hui arrivent, que certaines personnes les regardent et analysent sur l'implication que ces événements-là auront sur notamment nos pays. Et notre pays, la République démocratique du Congo. En philosophie politique, il y a une loi simple. Ceux qui en font partie ne disent rien. Ceux qui disent qu'ils en font partie ne savent rien. Donc, très souvent, ceux qui disent qu'ils en font partie, mais ne savent absolument rien, ce sont ces personnes-là qui remplissent la toile ou les réseaux sociaux. Depuis quelques années, notamment depuis la chute du mur de Berlin, un certain 9 novembre 1989, avec la fin de la guerre froide, tout le monde parle des nouvelles ordres mondiales. Pourquoi? Parce qu'on était jusque-là dirigé pratiquement par ce qu'on a appelé le néolibéralisme, incarné par les États-Unis, le Royaume-Uni et les alliés. Et tout le monde s'attendait, savait qu'un jour, la Russie, qui est l'émanation de l'URSS, allait sûrement se lever, ou un autre pays. C'est un Français qui, des années passées, avait dit que quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Et là, effectivement, économiquement, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer de la Chine. Lorsqu'on a vu la guerre d'Ukraine commencer, elle a commencé notamment en 2012 lorsque la Russie avait envahi la Crimée. Ces années, on avait pensé que le nouvel ordre mondial allait venir de ces côtés-là. Et cette guerre de Russie a effectivement changé la narrative. On a vu tous les extrémistes de droite changer leur langage, notamment lorsqu'ils parlaient de l'immigration, des réfugiés, parce que jusque-là, on pensait qu'il n'y avait des réfugiés que ceux qui venaient d'Afrique, qui fuyaient les famines. On ne parlait même pas des guerres africaines et des manques de démocratie. Et là, on s'était retrouvé tout d'un coup en Occident qu'il fallait changer des concepts et le langage. Et on pensait que c'est de ce côté-là qu'allait provenir le nouvel ordre mondial. Jusqu'au jour où on a eu un certain 7 octobre 2023, quand des terroristes du Hamas
ont franchi la frontière d'Israël et ont commis des massacres. Le soleil n'est pas levé à Gaza lorsque les combattants du Hamas lancent leur opération Déluge d'Al-Aqsa le samedi 7 octobre. En voiture, à moto ou à pied, des dizaines de commandos palestiniens progressent vers la frontière israélienne. Ils aveuglent les caméras et les systèmes de défense et ouvrent au moins 7 brèches dans le mur qui sépare Israël de la bande de Gaza. Une fois en Israël, les combattants du Hamas attaquent en simultané au moins 6 bases militaires de Tsahal et 7 zones résidentielles civiles, dont une ville, 5 kibboutz et le site du festival Supernova. Le Monde, à partir d'images analysées et vérifiées, a pu reconstituer leurs modes opératoires. Incursion éclair, assaut simultané et planification. Les combattants du Hamas partent à l'assaut de la frontière de façon plus directe. En voiture, à moto ou à pied. Des brèches sont percées à l'aide d'explosifs déposés à la main, comme près du kibboutz de Be'eri. 6 zones résidentielles et le site d'un festival. Ils tuent des soldats israéliens, en capturent certains et se filment triomphalement près des corps. Dans la base de Nahal Oz, ils utilisent un drone pour larguer des explosifs sur Et ce qui est dur ce qui est arrivé le 7 octobre 2023, c'est que jusque-là, Israël avait bâti sa réputation sur d'abord sa sécurité, la Mossad, son service secret, qui agissait toujours comme, suivant ce principe britannique qui dit « Prevention is better than cure ». Mais là, Israël s'est trouvé attaqué dedans. Et le temps que ça a pris avant que l'armée israélienne réagisse a fait sursauter tout le monde. Donc, et ça change tout. Ça change la narrative, ça change la façon de voir Israël, ça change aussi la façon de voir la sécurité des États et la sécurité internationale. Pénètre pour la première fois dans le kibboutz, le village communautaire de Kfar Aza, pour y découvrir l'horreur, les destructions, les maisons brûlées et les cadavres. Des mères, des pères, des bébés, de jeunes familles tuées dans leurs lits, dans leurs abris, dans leurs salles à manger, dans leurs jardins. Les terroristes les ont tués. Ou alors ils les ont attrapés et ils les ont tués. Ils leur ont coupé la tête. Pour revenir à d'autres événements, notre génération, nous sommes la génération qu'on appelle la génération après la guerre froide. Donc j'ai mentionné la chute du mur de Berlin en 1989, qui était un peu comme la prise de la Bastille. C'était, on pouvait s'imaginer tout, sauf que ce mur-là, qui était infranchissable, s'écoule un jour comme de la blague. Et ça avait changé tout jusqu'à voir l'année après la réunification de l'Allemagne. Donc, notre génération, on a eu la libération de Nelson Mandela. C'était un événement jusqu'à la fin de l'apartheid. En 1994, Nelson Mandela qui devient le premier président noir d'une Afrique du Sud multiraciale. On va vivre aussi le 6 avril 1994 avec cet attentat sur l'avion du président Juvenal Habyarimana qui était avec le président burundais Cyprien Tanyamira, avec tous ceux qui étaient dedans, qui sont morts à l'aéroport de Kigali. Et surtout, un de ces événements aussi qui a bouleversé la géopolitique de l'Afrique centrale depuis lors, le début du génocide rwandais. Actuellement, on dit le génocide des Tutsis. En quelques mois, plus de 800 000 Tutsis Hutus modérés, qu'on a assassinés, qu'on a tués, et notamment à la machette. Notre génération aussi, si on va un peu plus loin, c'est le 11 septembre 2001 avec ces attentats sur les tours jumelles de New York. Et là, on se réveille pour voir qu'il y a une organisation terroriste qui s'appelle Al-Qaïda.
avec tout ce qui est arrivé après. Et Henry Kissinger, dans un livre, l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis a écrit ses mémoires. Et là, il dit, Henry Kissinger a dit dans une conférence qu'après le 11 septembre, c'était un peu la fin du traité de Westphalie. C'est le traité qui, en Europe, a délimité le pays actuel. C'est-à-dire que les États-Unis n'allaient plus attendre qu'elles soient bombardées de l'intérieur. Donc, dès qu'ils avaient des présomptions qu'une attaque pouvait venir de quelque part, en tout cas, ils devaient aller immédiatement étouffer un peu le virus dans l'œuf. Et ça explique la guerre en Irak, sous une fausse information que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Mais il va avoir aussi des bavures comme la destruction pratiquement de la Libye, avec l'assassinat de Muammar Kadhafi, avec tout ce qui est arrivé, avec comme conséquence des djihadistes qui arrivent au Sahel, pratiquement avec tous ces pays du Sahel qui se sont retrouvés devant une situation qu'ils ne pouvaient pas gérer. Donc, pour nous autres Africains aussi, on ne va pas oublier, le 11 avril 2011, l'arrestation du président Laurent Gbagbo. De la façon que ça a été fait, c'est incroyable. Et surtout, inversement, on va voir le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo qui a été amené à la Cour pénale internationale avec le ministre Charles Blé Goudé et qui vont être innocentés. Vous imaginez ce que cela veut dire? Donc, en fait, on a pris un président, on l'a arrêté, on l'a amené à la CPI. 10 ans après, on se rend compte qu'il est innocent. Pour le Congo-Kinshasa, il existe évidemment des dates symboliques dans son histoire. Si on prend le plus récent, en 1877, au mois d'août, lorsque Henry Morton Stanley, après 999 jours, arrive à Boma, après être parti du Zanzibar, de l'autre côté de l'Est de l'Afrique, ouvrant un peu ce territoire-là à la convoitise internationale. Il est 1885 avec la conférence de Berlin où on divise l'Afrique et un seul pays africain présent, c'est le Congo sans les Congolais. Il y a 1908, lorsque Léopold II, qui avait pris ce territoire-là comme son bien personnel, le cède à sa Belgique, sans les Congolais. Aujourd'hui, on a des documents, des accords, de traités, mais c'est incroyable d'avoir cédé comme ça le pays, les ressources, les personnes humaines, la population, sans leur consentement. 1885, nous sommes dans l'État indépendant du Congo. Et d'indépendant, il n'en porte que le nom. Dans les faits, le Congo est la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, qui détient le monopole sur l'exploitation de ses richesses, le caoutchouc. 1885, nous sommes dans l'État indépendant du Congo. Et d'indépendant, il n'en porte que le nom. Dans les faits, le Congo est la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, qui détient le monopole sur l'exploitation de ses richesses, le caoutchouc et l'ivoire, avec un système de travail forcé et une armée d'une brutalité inouïe. Massacres de masse, torture, amputation systématique quand les quotas de caoutchouc ne sont pas atteints. Le Congo devient le pays des mains coupées. Des atrocités telles qu'elles suscitent un tollé international. En 1908, au terme d'une commission d'enquête, Léopold II est contraint de transférer le Congo à la Belgique. Ce traité signé en 1907 n'existe qu'en 2 exemplaires. Sous nos yeux curieux, un document authentique, rare, sur du papier de chiffon. L'écriture à la plume est calligraphiée avec soin. Une habitude pour donner toute la solennité à ce document de 5 pages. Voyez ces 12 signatures officielles de ministres et secrétaires généraux. 12 sceaux à la cire, tous reliés par les couleurs de la Belgique. Ce traité de 1907 est celui qui cède le Congo de Léopold II à la Belgique. Un peu comme s'il vendait sa maison ou son château. Ici, il s'agit de l'État indépendant du Congo, donc un territoire qui fait 50 fois la Belgique. Et donc, par un document de 5 pages, il cède la totale propriété. Pendant encore un demi-siècle, le pays vit sous le joug des colons belges.
Puis en janvier 59, une émeute éclate dans la capitale Léopoldville. Les autorités belges ont interdit une réunion du parti pro-indépendance à Bako. Des voitures et des maisons sont incendiées. La police ouvre le feu et fait des dizaines de morts. Dès lors, tout va très vite. L'indépendance est proclamée le 30 juin 1960 en présence du jeune roi Baudouin qui vante les bienfaits de son ancêtre. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. En réaction, le Premier ministre Patrice Lumumba prend la parole pour rappeler l'horreur coloniale. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Le Congo devient indépendant avec à sa tête un panafricain anticolonialiste. Mais dans l'armée, les Belges gardent le pouvoir. Les soldats de la force publique se mutinent contre leurs officiers blancs. Pillage, viol, paniqués, les colons belges et les Européens fuient le pays. Au même moment, la province du Katanga fait sécession. 2 mois après l'indépendance, Patrice Lumumba est renversé par un coup d'État, avant d'être arrêté, transféré au Katanga et assassiné le 17 janvier 61 par des soldats katangais commandés par des mercenaires belges. Son corps, dissous dans l'acide, n'a jamais été retrouvé. On a bien sûr le jeudi 30 juin 1960 avec l'indépendance du Congo. Notamment, on ne va pas oublier le 4 janvier 1959 avec ces émeutes et l'insurrection de Léopoldville, tant de morts. Le 30 juin, le 29 juin, un incident, le Congolais Antoine Boyumbo, qui va arracher le pied du roi qui venait d'arriver à Kinshasa. Un des événements, avant le 30 juin, c'est 4 jours auparavant, l'élection du Premier ministre Patrice Lumumba. Mais pour comprendre la quintessence de cette élection-là, il faut voir maintenant le 17 janvier 1961, l'assassinat à Elisabethville de Lumumba, Paul et Okito, avec les corps qu'on a fait disparaître. Et là, c'est non pas seulement les Congolais, les Africains se rendent compte que c'était un marché des dupes. C'est ce jour-là que les Congolais et les Africains ne croyaient pas à la démocratie occidentale. Parce que c'était un premier ministre élu démocratiquement. Donc, si on peut ainsi flouer au sol un premier ministre élu démocratiquement, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on vit la crise démocratique au Congo. Donc, on va avoir au Congo, non pas seulement le coup d'État de Mobutu qui va pendant 32 ans, mais la chute elle-même de Mobutu le 17 mai 1997, après 32 ans au pouvoir, après une guerre éclair pratiquement. J'ai exposé la situation à l'Élysée, à la cellule africaine de l'Élysée. Eh bien, j'ai reçu la réponse des l'Est et l'Ouest. C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique, car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. En avril 1994, quand l'élimination systématique des Tutsis du Rwanda commence, le monde entier s'indigne, mais aucun pays ne s'interpose pour arrêter les massacres. Persécutés, de nombreux Tutsis se réfugient au Zaïre. D'autres choisissent l'Ouganda. Ils devaient faire. Je lui ai dit, ici, ils ne viennent pas demander votre avis. Ils vous apportent là ce message. Il n'est même pas diplomatique, il est cru. On vous met devant un ultimatum. Vous acceptez, voici les conditions. On vous fait sortir avec votre famille, avec la sécurité de vos biens et tout. Et on protège vos biens à l'extérieur. Il savait qu'il lui fallait rencontrer Kabila tôt ou tard. Il le savait. Je suis heureux d'annoncer que le président Mobutu et M. Kabila ont accepté de se rencontrer. Au long de leur campagne, que la foule de Kinshasa acclame.
J'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite, il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa. Il m'a dit « Tu es sûr ?» Il était très excité. Il riait, il était très heureux. Je lui ai dit « Tout est fini, tu peux venir ». Il répétait « Tu es sûr, tu es certain ?» J'ai compris qu'il était dans sa maison de Lumumbashi et qu'il sautait au cou du lieutenant-colonel Morokori. Il l'a même fait tomber par terre. J'entendais Morokori appeler à l'aide parce que Kabila l'étouffait. Vous imaginez Kabila par terre écrasant Morokori de tout son poids. Il avait du mal à respirer. Kabila hurlait « Je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo. Je suis tout. » En effet, depuis Lubumbashi, le Conseil élargi de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo vient de décider ce jour de prendre la haute direction du pays devant le vide juridique créé par la défection et la fuite de M. Mobutu depuis le vendredi 16 mai 1997. Le président de l'ARDER, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. On ne va pas oublier l'assassinat de Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. Un autre événement qui a un impact, une grande portée historique, c'est le passage de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Autant d'événements qui invitent effectivement à une réflexion, à une méditation interne. Donc voilà, ce sont là certains événements effectivement qui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, auront de l'incidence sur la façon d'être des nations, sur la façon de faire de la politique, sur la géopolitique internationale. Donc, pour revenir à aujourd'hui, le 19 janvier 2025, cette libération de ces 3 premiers otages israéliens par le Hamas et la libération aussi de plusieurs prisonniers palestiniens des prisons d'Israël, ça représente un événement qui va changer le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce que les images qui nous sont passées, le premier ministre israélien, après cette attaque barbare du 7 octobre, avait dit l'objectif d'aller faire cette guerre. Avec tout ce qu'on a vu, pratiquement 40 000 morts, si on en croit aux chiffres du Hamas, avec des destructions. Je crois que maintenant, on va se rendre compte du degré de destruction de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est juste 40 km de long et pratiquement 16 km de large. Mais avec toutes les bombes qui pleuvaient presque chaque jour, c'est les photos et les images qu'on va avoir à partir de demain, je crois qu'elles risquent d'être trop honteuses pour Israël, qui est une démocratie. Les récits qu'on va maintenant avoir, je crois qu'on risque, et on a vu ça avec toutes les manifestations qui sont arrivées à travers le monde, que les gens commencent à banaliser pratiquement la cause juive. Avec les gens, on a eu des manifestations anti-juives ici par-là, et ça c'est dramatique. On ne peut pas arriver à ce niveau-là. Donc, c'est probablement le début d'une autre ère, de notre géopolitique internationale, notamment la guerre, on a vu, il y a l'Hezbollah au Liban qui pratiquement n'existe plus. On a vu l'influence de l'Iran en Syrie avec la chute du président syrien et la prise de pouvoir des anciens, entre guillemets, terroristes. Là aussi, c'est un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Mais il y a aussi un événement qu'il faut ajouter, c'est le rôle joué par le Qatar. Le Qatar qui est un petit pays pétrolier du Golfe, mais voilà qu'ils ont joué ce grand rôle-là. Donc ça nous pousse à réfléchir par 2 fois, comme Africains, nous comme Congolais. En Afrique, déjà, ça bouge. Ça bouge. Pourquoi? On a vu avec la bavure de la France qui a dû supporter
la CEDEAO pour dire après le coup d'État qui a eu lieu au Niger qu'il fallait faire une intervention militaire, avec le refus du Niger, avec l'alliance faite avec le Burkina Faso et le Mali dans une alliance nouvelle qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel, on voit que la géopolitique est en train de changer, notamment avec cette gifle que la France venait d'avoir, ayant soutenu, notamment le président Macron, ayant soutenu l'arrivée au pouvoir du fils du président Idriss Déby, qui a remplacé son père, il est maréchal actuellement, comme le fit son père. On se serait attendu à tout, sauf que, non pas seulement les trois pays, ils avaient déjà demandé aux Français, aux bases militaires françaises de plier bagages, mais c'est du Tchad que la France a reçu une douche froide. Donc voilà un peu la géopolitique, comment est-ce que les choses sont en train de changer. Et je vais un peu paraphraser le professeur Kenya Lumumba. Il a dit, c'est le problème en Afrique, c'est quoi? C'est que très souvent, ceux qui ont le pouvoir n'ont pas d'idées. Et ceux qui ont d'idées n'ont pas le pouvoir. Je l'ai dit une fois when I was rather uncharitable, that the problem with Africa is that those who have ideas have no power and those with power have no ideas. And that in many ways still informs. So you have all these ideas on how we can clean Africa. I listen to you and I can see you are battling with ideas, but you don't have the power. And the fellow with power has completely no idea. And yet somehow, and this I think is your problem, when the electorate is given the choice between you with ideas and the one without ideas, the Africans' affinity for people without ideas is amazing. Mais moi j'ajoute, il y a une trilogie. Il y a ceux qui ont des idées, ceux qui ont le pouvoir ou la force et ceux qui ont l'argent ou les finances. Parce que les trois choses vont de pair. Il y a l'économie qui joue aussi. Donc, les trois angles-là doivent à un certain moment se mettre ensemble. Et en RDC actuellement, avec la crise que nous avons actuellement, notamment notre guerre qui ne fait que continuer depuis 1996, qui est une conséquence du génocide rwandais, la conséquence parce que la communauté internationale a demandé à la RDC d'ouvrir ses frontières et d'accueillir tous les réfugiés rwandais d'antan. Nous devons maintenant réfléchir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la libération de ces otages juifs, par rapport à ce qui va arriver demain, la prestation de serment du nouveau Trump qui est revenu, parce qu'avec Trump, on ne sait pas avec quel bois est-ce que le monde sera chauffé demain. Et ça nous invite effectivement à réfléchir, à proposer autre chose à ceux qui sont dans le pouvoir et au pouvoir chez nous en RDC. Certes, il y a une logique militaire qu'on doit continuer contre l'ennemi rwandais. Mais de l'autre côté, nous devons, à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui, savoir qu'il y a des objectifs qu'on peut aussi atteindre par le soft power. Il y a notre ambassadeur à Londres, le professeur Ndola Mgonkwe, a publié un essai, le soft power de la République démocratique du Congo. Parce que nous avons aussi le soft power que Mobutu a utilisé pendant tout son pouvoir, notamment avec la politique de recours à l'authenticité, avec le combat Ali Foreman, avec notre musique. Et le professeur Ndola Mgonkwe essaie de démontrer que nous pouvons aujourd'hui aussi utiliser le soft power. Là, c'est une opportunité, c'est-à-dire que pendant que nous armons nos Wazalendo, pendant que nous faisons, nous combattons l'ennemi, il est important par rapport à la géopolitique actuelle qu'on puisse avoir des Congolais qui réfléchissent des mécanismes de négociation. La médiation que nous voyons aujourd'hui qui débouche sur cet accord et sur cet échange, cette fin de guerre, on espère qu'elle va un peu perdurer. C'est un peu sur le modèle des accords qui ont mis fin à l'apartheid et dont un des acteurs, c'était un homme d'affaires britannique, Michael Young,
la question était simple. Que faire pour qu'ils puissent continuer à exploiter les minéraux d'Afrique du Sud? Il n'y avait qu'une seule solution, faire à ce que les Blancs et les Noirs puissent gérer le pays ensemble. Donc, c'est eux qui vont jouer. C'est même ces accords-là d'Afrique du Sud, ce modèle-là qui a été utilisé pour la paix en Irlande du Nord avec les accords de Vendredi Saint. C'est le même modèle qui avait été utilisé aussi pour les accords d'Oslo entre Israël et la Palestine. Si on avait respecté ces accords-là, on ne serait vraiment pas arrivé là où on est aujourd'hui. Mais pour que de tels accords réussissent, il faut que, de notre côté congolais, que le chef d'État puisse mettre des personnes qui comprennent un peu ce langage des accords de paix, des personnes avec la tête au-dessus des épaules, pour savoir, parce qu'on a démontré actuellement que ce qui nous arrive aujourd'hui nous arrive pourquoi? Puisque chaque fois quand nous négocions avec le Rwanda ou avec toutes les autres rébellions, les personnes qui le font, certaines choses qui ont été signées, on se pose la question si elles ont été signées la nuit ou si les personnes avaient pris le temps de bien lire. Il en est de même, par exemple, quand on a joint la communauté d'Afrique de l'Est, est-ce qu'on a bien lu ce qui a été écrit dedans? Donc, il importe donc que les chefs d'État au Congo ou le gouvernement puissent mettre de bonnes personnes, des personnes qui comprennent ce langage nouveau, et des personnes effectivement qui, avant de signer quelque chose, doivent retourner ça par défaut. On a vu les accords d'Israël, par exemple, que le Premier ministre a dû ramener ça pour que le gouvernement puisse les relire et les approuver. Dans un training que nous avons eu à participer à La Haye, aux Pays-Bas, sur le peace building, on donne un peu tous ces mécanismes-là et on donne tous ces outils qu'il faut utiliser pour qu'on puisse avoir un accord qui sera à notre faveur. Mais on doit le savoir, la situation que nous avons actuellement ne peut avoir de solution aussi que si, d'une façon interne, on essaie de consolider une certaine bonne gouvernance. Et ce qui va se passer actuellement pour revenir un peu à l'international, il est de notoriété qu'après une guerre, les personnes qui gèrent les guerres, souvent ils ne sont pas réélus. Ils perdent le pouvoir. En tout cas, on a vu avec la Première Guerre mondiale, tous ceux qui ont géré après, ils avaient perdu. Par les élections, Churchill par exemple, De Gaulle a dû démissionner. Et ce qu'on vit actuellement, c'est que Israël va se rendre compte d'abord, comme je l'ai dit, de tout ce qui s'était commis dans la bande de Gaza. Je crois que humainement, les gens vont être un peu choqués. Deuxièmement, on va se rendre compte que l'objectif d'en finir avec le Hamas, on n'a pas fini. Notamment à cause de 40 000 morts qu'on a eu, ça fait à ce que les enfants de ces morts-là, ils vont devenir les membres de ces mouvements terroristes, de gré ou de force. Et alors, quelle est la voie de sortie? Consolider les accords de paix, faire à ce que le peuple puisse exister côte à côte, que tout ce qu'on a perdu pour la guerre, si on avait mis ça pour développer Gaza et Israël, mais je crois que Gaza serait devenu aujourd'hui le Singapour de ce coin-là. La même chose aussi pour la RDC. Bien sûr, nous devons nous défendre. Mais attendez, avec tout ce que nous perdons dans les guerres, est-ce qu'on ne gagnerait pas en investissant ça pour les accords de paix et que cet argent-là soit utilisé pour nos routes, pour nos écoles, pour nos hôpitaux? Voilà. Et ça, il faudrait effectivement qu'il puisse y avoir une nouvelle narrative, une nouvelle façon de penser courageusement et pour l'intérêt du Congo et pour la sécurité du Congo et sûrement pour le développement du Congo. Lorsque nous parlons de les grands défis qui attendent la République démocratique du Congo, il y a un autre domaine qu'il faut actuellement prendre en compte. C'est la place de la République démocratique du Congo dans le réchauffement ou le changement climatique. Nous sommes la deuxième plus grande réserve de l'écosystème après l'Amazonie. Donc, les loups vont encore
se bouffer au Congo. J'ai eu la chance de rencontrer un ingénieur qui était dans le plan, c'est lui de amener les eaux du fleuve Congo jusqu'au lac Tchad. Je pensais, moi, personnellement, que c'était de la fabulation. Il a tout un cabinet qui élaborait ce plan. Et l'ingénieur que j'ai rencontré m'a dit ceci: notre chance à nous, la RDC, c'était la mort du président Idriss Déby. Parce que Idriss Déby avait juré, ou aurait juré, parce que c'est ce qu'il m'a dit, que de gré ou de force, les eaux du Congo doivent aller au lac Tchad. Et je posais la question, je dis, quand on dit de gré et de force, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si les Congolais ne veulent pas partager les eaux du Congo jusqu'au lac Tchad, une rébellion sera créée au nord, et pendant tout le temps de cette rébellion, un pipeline sera construit. Quand on va terminer la guerre, eh bien, les eaux commenceraient déjà à partir de l'autre côté. Voilà un peu les enjeux géopolitiques et géostratégiques de demain pour la RDC. Et nous devons prendre conscience de ça. Parce que nous parlons aussi de ce changement, de ce nouvel ordre mondial. Je crois que la sortie de l'avocat Robert Bourgi, avec toutes les révélations sur la France-Afrique, comment beaucoup de pays francophones africains étaient dirigés à partir de Paris, le rôle des militaires français, des bases françaises en Afrique, et notamment comment, un peu d'une façon démoniaque, cette France-là ne rend pas toujours l'ascenseur aux présidents africains qui ont payé la France depuis le temps du général de Gaulle. En tout cas, tout le monde est passé là-dessus. On attend encore ce qui va arriver avec le procès Sarkozy, ouvert maintenant en France sur la corruption ou l'argent libyen dans sa campagne. On verra ce que ça va donner. Mais voilà, tout ça, ce sont des éléments qui nous font montrer qu'il y a un nouvel ordre qui est en marche. Où est-ce qu'il va partir? Quels sont les contrats que nous signons, par exemple, avec les nouveaux partenaires qui arrivent, les Chinois, les Indiens, les Turcs, qui sont toujours à nos portes parce qu'on a besoin de capitaux. Nous les signons à quel pourcentage? Et est-ce que nous pensons de ce que les pays vont devenir? Les enfants vont devenir après nous, en tout cas dans tous ces pays nantis, un problème toujours se pose, c'est celui des dettes. Que faire pour les minimiser, pour ne pas les faire passer aux générations futures? Autant d'éléments qui nous invitent effectivement à réfléchir encore par deux fois. Certes, il y a des questions qui vont se poser, notamment comment pendant plus de 400 jours, Israël, avec tout ce qu'on lui connaît de sécurité, de forces militaires, ils n'ont pas été capables, après avoir rasé pratiquement Gaza, de retrouver là où ces otages étaient cachés. Tout comme l'attaque surprise terroriste du 7 octobre, comment avec tout ce qu'Israël avait, on n'a pas pu prévenir aussi cette attaque. Alors que c'était la politique du Premier ministre Benjamin Netanyahu d'affaiblir le Fatah de l'autre côté avec Mahmoud Abbas pour renforcer plutôt le Hamas. Là, il s'est tiré une balle au pied. Comme nous l'avons dit dans notre introduction, ce nouvel ordre mondial, ce monde qui bouge devant nous, avec tous ces événements qui se suivent, aura de l'implication, des incidences et des conséquences au Congo. Ça a toujours été ainsi.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le Congo qui était le pourvoyeur, non pas seulement de l'or. L'or de Kisangani a servi à acheter des armes pour le jour J, le débarquement en Normandie. Le Premier ministre Churchill a dû demander au gouverneur général du Congo, Rick Mans, de dévaluer le franc congolais. Et ce qu'il avait fait parce que la Belgique, le gouvernement belge s'était réfugié à Londres. C'est comme ça que la Belgique et le Congo belge étaient devenus parmi les puissants alliés de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le ministre des colonies a dû dévaluer le franc congolais. Ainsi, Churchill a dû acheter l'or congolais à bas prix pour pouvoir acheter les armes aux États-Unis qui ont servi au débarquement en Normandie. Pour la fabrication de la bombe atomique, on a fait encore recours. Il y a 70 ans, les 2 premières attaques nucléaires de l'histoire anéantissaient les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima. Ces 2 bombes conçues par l'armée américaine ont fait entrer le monde dans l'ère nucléaire. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que la Belgique a aidé les États-Unis à construire ces bombes. C'est notre pays, ou plus exactement notre colonie de l'époque, le Congo, qui a fourni l'uranium nécessaire à leur fabrication. Retour sur une des histoires les plus incroyables de la Deuxième Guerre mondiale avec Gérald Vandenberg. Cette explosion qui a fait entrer le monde dans l'ère atomique n'aurait jamais eu lieu sans la Belgique. Elle fournira aux Américains l'élément indispensable à ce déchaînement de puissance, l'uranium. Pour comprendre, remontons 8 ans en arrière. Nous sommes à Bruxelles en 1937, au conseil d'administration de l'Union minière du Haut-Katanga. Elle y extrait du cuivre, de l'étain, mais aussi de l'uranium. La mine de Shinkolobwe est la plus riche du monde. C'est tout d'abord un filon presque vertical, minéralisé massivement, c'est du minerai à 25-30%. Mais le filon, qu'est-ce qu'il a comme dimension? Quelque chose comme 150 mètres en longueur, entre 10 et 20 mètres de large. Un homme en particulier s'occupe de cette filière uranium. Il s'appelle Edgar Sangier. En 1939, la guerre éclate. Hitler envahit l'Europe, la Pologne, la France, la Belgique. Edgar Sangier a une intuition. Il sait que l'uranium que détient sa société pourrait un jour ou l'autre servir à fabriquer une bombe. Il s'exile aux États-Unis, espérant un jour vendre cet uranium aux Américains. En 1942, tout va changer. Un militaire cherche à rencontrer Edgar Sangier. C'est le lieutenant-colonel Nichols. Il participe au projet Manhattan, le projet américain de développement d'une bombe atomique. Pour développer une bombe atomique, les Américains ont créé des labos gigantesques, notamment à Los Alamos. Mais pour y parvenir, il leur manque l'élément essentiel, l'uranium. Et de l'uranium, Sangier en a en grande quantité. Les 2 hommes vont donc conclure un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars. Puis, Edgar Sangier fera venir le minerai d'uranium du Congo par bateau entier jusque New York. On peut donc dire que si Sangier n'avait pas eu l'intuition de faire venir l'uranium là où il était disponible, là où nous pouvions l'utiliser, nous n'aurions jamais construit la bombe atomique et ça aurait été fini. Enfin, je ne crois pas que nous en avions vraiment besoin pour avoir la victoire. Mais nous aurions dû passer par une invasion du Japon et nous aurions perdu beaucoup d'hommes. Alors voilà ce qui était critique, crucial. Tout cela évité grâce au fait que Sangier a coopéré avec nous. En août 1945, Edgar Sangier apprendra comme tout le monde que les Américains ont largué 2 bombes nucléaires sur le Japon. 72% de l'explosif atomique contenu dans ces bombes a été fabriqué grâce à l'uranium qu'il a fait venir du Congo belge. Pendant l'époque de Léopold II est devenu riche. Il est devenu celui qu'on appelle en Belgique le roi bâtisseur, avec le caoutchouc congolais, où pratiquement 10 millions de Congolais ont eu l'air bras coupés. Léopold II prête serment le 17 décembre 1865. Le 2e roi des Belges, le premier né sur le sol national, a tout juste 30 ans. C'est un roi bien peu populaire. Il suffit de regarder les caricatures de l'époque. Les milieux de gauche lui sont plutôt hostiles. Quant au milieu catholique, il lui reproche sa politique militariste
et il s'indigne de la vie privée de ce roi qui aimait tant les femmes. Ce petit pays, Léopold II compte bien l'agrandir. Malgré les réticences, il se lance dans l'aventure coloniale. Le Congo de Léopold II finira par devenir le Congo belge, mais à l'époque, les Belges se soucient bien peu de cette colonie. Autre ligne de force de l'action du roi, les grands travaux. Léopold II fait tracer l'avenue Louise et bâtir le cinquantenaire. Il engage aussi la Belgique sur le chemin de la modernité, si bien qu'à sa mort, la Belgique est la 9e puissance du monde. Léopold II meurt en 1909, 44 ans jour pour jour après sa prestation de serment. Son règne est le plus long de l'histoire de Belgique, mais son peuple ne manifeste pas une grande tristesse. Des pamphlets sont distribués le jour même des funérailles du roi et certains ne cachent pas leur joie. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec la guerre froide, c'était le Congo qui était devenu encore la ligne de front de la guerre froide. C'est comme ça que dans notre livre sur Lumumba, nous l'avons sous-titré « Peuple du Congo, histoire, résistance, assassinat et victoire sur le front de la guerre froide ». Et 100 ans après la naissance de Lumumba, qu'est-ce que vous pensez? Oui, il y a le professeur Ndaiwel, oui. Je dois lui rendre hommage. Il a dit dans une émission à Kinshasa que notre problème à nous, Congolais, oui. Nous sommes trop événementiels. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir 2 anniversaires. Oui. L'assassinat de Mouzé, le 16 janvier, et le jour après l'assassinat de Lumumba. Oui. L'anniversaire de l'assassinat de Lumumba, Mpolo et Okito. Vous allez voir, c'est 2 jours avant ces dates-là que vous allez avoir toutes les chaînes de télévision au pays, que tout le monde va se relever pour dire on va faire quelque chose. Donc, on est trop événementiel. Et après cet événement-là, on ne va plus en parler. Il y a quelques années, quand on a amené la dent, ou les dents à Kinshasa, on avait parlé de Lumumba-ville. Est-ce qu'on en parle encore? Je vis même de maquettes déjà. Voilà. Donc, actuellement, cette année ici, le 2 juillet, normalement, on doit célébrer le centenaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925, et le 2 juillet 1925 à Onaloa. Donc, ça sera 100 ans de la naissance de Lumumba. L'autre Lumumba, un vrai bijou de la littérature. 3 points de suspension ou point final? C'est 740 pages quand même. Disons... pour nous, de la civilisation, enfin tradition orale, 740 pages. Point final? Non, 3 points de suspension. 3 points de suspension. Oui. Pourquoi 3 points de suspension? Maintenant, je suis en train de faire encore des ajouts. Donc, on va, dans l'édition revue et corrigée, on aura 779 pages. Pourquoi? Parce que Lumumba, Thomas Kanza dit ceci, la figure de Lumumba pour le Congo, il représente ce que représente Fidel Castro pour le Cuba, Lénine pour l'URSS, De Gaulle pour la France, Kwame Nkrumah pour le Ghana, Sékou Touré pour la Guinée, Nasser pour l'Égypte, et Amical Cabral aussi. Tout ce monde-là. Donc, ce sont des personnages où on ne terminera jamais à parler d'eux. Je prends un exemple. Pas plus tard que la semaine passée, je reçois un coup de fil du docteur Jacques Magalamboy, qui a lu le livre, et il me dit, Norbert, le 4 janvier 1959, moi je n'avais pas encore 10 ans, et j'étais à Kinshasa. Mais, parce que je raconte dans le livre qu'avant le 4 janvier, 2 ans avant, il y a eu un autre match au stade. Et qui a failli aussi, c'est ce jour-là qu'on a failli avoir le 4 janvier. Et moi, j'ai dit dans le livre que le match avait lieu au stade Reine Astrid, qui est l'actuel stade Cardinal Maloula, le 4 novembre. Et il me corrige, il me dit non, ce match-là entre la formation de la Belgique et la formation les Lions du Congo avait lieu au stade, l'actuel stade Tata Raphaël, qui était le stade Roi Baudouin. Et
Et non pas seulement que lui était là aussi, elle avait 8 ou 9 ans, mais un des joueurs qui était là, Bonga Bonga, qui est un des premiers joueurs congolais en Belgique, qui avait joué, l'avait confirmé pour dire non, ce match-là effectivement avait eu lieu au stade Papa Raphaël. Donc, je suis obligé de revoir ça. Là, c'est un livre d'une Britannique, Madame Suzanne Williams, qui écrit sur l'implication de la CIA dans l'assassinat de Lumumba. Donc, quand vous tombez sur un livre comme ça, il y a tellement des éléments, parce que les services secrets ne font pas sortir tous les archives. Donc, ça oblige aussi à revoir un certain nombre de choses que j'ai écrites là. Donc, c'est comme ça que l'autre Lumumba, 3 points de suspension. Donc, voilà un peu un personnage qui, avec ces années-là, il avait déjà une vision un peu plus que tous les autres. Donc, c'est un homme un peu hors commun. L'autre Lumumba. L'autre Lumumba, oui. Pourquoi l'autre Lumumba? Vous savez, dans ce pays ici, il ne passe pas d'année sans avoir un livre sur Churchill. Ça, c'est, Il ne passe pas, quand vous êtes en France, des livres sur De Gaulle, des livres sur Eisenhower ou sur John Kennedy. Nous, normalement, on devait avoir de même chaque année des livres sur Lumumba. L'autre Lumumba, c'est quoi? C'est Lumumba que nous ne mettons pas à sa vraie dimension. Quand vous entendez tous les gens, tous les militaires du Sahel qui viennent de prendre le pouvoir, tous citent toujours le nom de Lumumba. Quand vous entendez le président Laurent Gbagbo, dans sa dernière émission avec... moi, j'ai cette Afrique-là. Voilà. Il y a partout. De Bénin jusqu'à Guinée-Conakry, il y a des monuments dédiés à Lumumba. À Lumumba. Je rencontrais ici des gens qui ont fait des manifestations en 61 quand Lumumba a été assassiné. Il dit, mais on n'a plus jamais connu de telles manifestations. Mais le comble, c'est que nous-mêmes, Congolais, c'est comme si... Non, mais en fait, pendant un moment, on a étouffé, on a étouffé tout ce qui était... Donc, l'autre Lumumba, c'est ce Lumumba-là qui a eu une vision pour un Congo autre, qui n'est pas encore le Congo d'aujourd'hui. Un Congo grand. Un Congo puissant. Grand. Un Congo qui prospère. Un Congo qui allait rayonner à travers toute l'Afrique. Donc là, nous avons un devoir à domicile. Comment rendre ce Congo pour redevenir ce Congo de Lumumba. Donc c'est pour ça, l'autre Lumumba. Et pour cela, nous devons revisiter pour voir qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qui n'avait pas été bien fait. Nous empruntons ce titre, un peu du titre de Larry Devlin, qui était le directeur de la CIA à l'époque à Kinshasa, pendant une dizaine d'années. Et dans ses mémoires aussi, il stigmatise cette ligne de front de la guerre froide au Congo. Et Mobutu, sa longévité au pouvoir, n'est venue que parce qu'il était considéré comme le bon élève de l'Occident pour contrecarrer l'entrée de l'URSS et du communisme en Afrique centrale. Et c'est comme ça que nous allons jouer ce rôle qu'a joué Mobutu. Pour la guerre en Angola, tout ce qui allait chez Savimbi passait par Mobutu. Et dès 1990, avec la fin de la guerre froide, Mobutu n'avait pas compris directement qu'on n'avait plus besoin de lui. Et on sait ce qui est arrivé, comment il a dû finir. Donc, nous aussi, actuellement, regardez ceux qui sont invités chez Trump. Regardez ceux qui sont autour de Trump. C'est les manias du GAFA. Amazon, Facebook, Tesla. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'ère des voitures électriques. Et à cette ère de voitures électriques, c'est encore les minéraux congolais qui vont jouer un rôle très important. On est en train de tourner la page de l'ère coltan. La guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre du coltan. Et le coltan qui a joué un grand rôle pour le développement de téléphones portables et des laptops. Maintenant, on entre dans l'ère des voitures électriques. Donc, le Congo va encore être la ligne de front économique. Et vous avez vu qu'avant de dire au revoir,
le président Biden est venu en Angola. Il est venu en Angola pour inaugurer le corridor, pour inaugurer le corridor de Lobito. Pourquoi? C'est pour que les minéraux puissent rapidement atteindre l'Occident. Donc, la position du Congo va devenir une position qui va être jouée. C'est-à-dire que, soit que les dirigeants congolais, nous assurons une stabilité. Nous prouvons que nous avons bien parlé business, on nous garde. Mais s'ils trouvent, parce qu'ils ont besoin de ces minéraux-là, mais si tout cet amarda autour du président Trump trouve que nous, on n'est pas fait pour le job, eh bien, ils vont faire comme ils ont fait avec le coltan. Ils vont utiliser d'autres Rwanda. D'ailleurs, on était tout étonnés que le président américain, les Américains disent que leur projet, c'était que le corridor de Lobito arrive jusqu'à l'est du Congo et que c'est le président Kagame qui a refusé. Attendez, le président Kagame refuse. Et aussi les Américains le laissent faire. C'est curieux, n'est-ce pas? Donc, nous devons nous préparer avec tout ce que nous avons fait pendant ces années avec nos carrés miniers et le reste, la façon avec laquelle nous avons parfois bradé tout avec le Moyen-Orient. Donc, on sait, dans ce genre de choses, les loups ne se mangent pas. Donc, nous devons prendre conscience de cette nouvelle géopolitique, géoéconomique, géofinancière, où le Congo va jouer un rôle. Soit que nous sommes prêts pour faire le job, on nous garde, soit que nous ne sommes pas prêts, comme l'avait dit Jésus, dans une fête, lorsque les invités ne viennent pas, on va sur la rue ramasser d'autres invités. Prenons conscience que le monde bouge. Prenons conscience que Trump arrive. Prenons conscience que si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas capables, si nous sommes des médiocres, eh bien, d'autres personnes vont gérer le Congo à notre place. Bien sûr, nous avons la Russie, la Chine, l'Inde, qui peuvent jouer aux équilibristes, mais tous les pays n'ont pas les mêmes valeurs géopolitiques et géostratégiques. Il y a des choses que les Américains, par exemple, peuvent permettre dans certains pays, et ils ne peuvent pas le permettre dans d'autres. Il y a certaines choses aussi que les Russes peuvent permettre dans certains pays, et ils ne peuvent pas permettre dans d'autres. Il y a des ingérences que les Chinois peuvent faire dans certains pays, mais ils ne le feront pas dans d'autres. Nous venons de voir l'exemple de la Syrie, alors que la Russie était bien implantée là, mais on a vu comment le changement est arrivé. Et Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a dit que tout avait été négocié, parce que les loups entrés, à un certain moment, ne se mangent pas. Et lorsque les loups doivent se manger, ou lorsque deux éléphants doivent se battre, c'est l'herbe qui risque d'en pâtir. Voilà, sont ces quelques idées que je voulais partager avec vous. Comme je dis, un événement aujourd'hui dont on parlera toujours dans la géopolitique internationale. Est-ce que c'est le début du nouvel ordre mondial? Peut-être. Et dans ce nouvel ordre mondial, où sera la RDC? Où serons-nous? Bye bye. Nazanya Nete, Moshepa,